Voilà, donc comme je vous le disais en introduction, nous allons évoquer tout d'abord partir sur un constat, un bilan de cette deuxième conférence sur la jeunesse qui s'est déroulée à Assouan, donc avec la présence du chef de l'État, du Premier ministre et nombre de hauts responsables. Et puis nous allons évoquer le rôle de la jeunesse égyptienne. Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui doit être encore fait? Est-ce que le pays est sur la bonne voie? J'ai mes invités avec moi. Hicham Al-Ramli, expert en développement humain, merci d'être avec nous. Et Ahmed Gamal, donc jeune bénévole, vous avez participé à différentes activités concernant la jeunesse. Merci. Tout d'abord, si je demande un bilan de ce qui a été tiré durant ces quelques jours de conférence sur la jeunesse, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Qui veut commencer? Et moi, je pense que c'était intéressant vraiment aussi de faire même la conférence en Assouan. Et ça peut être un symbole intéressant qui on s'intéresse beaucoup les activités dans la capitale, le Caire, et aussi bien dans le sud. Surtout, c'est la deuxième phase. Après déjà, il y a 2 semaines ou 3 semaines, le président il a déjà inauguré le port de Safaga. Et donc, l'affaire de vraiment voir comment positionner nos activités et faire un parallèle, soit le Caire, soit le Sud, je pense que c'était intéressant, même le choix de l'endroit. D'accord. Hicham Al-Ramli. Je crois que c'est très important. La jeunesse est très importante pour n'importe quel pays. Et ce pouvoir, ce programme de calibrer les jeunes dans tous les domaines pour avoir une vision. C'est très important que Monsieur le Président écoute des jeunes, leur perception des travaux, leur perception du gouvernement, leurs problèmes. C'est comme ça qu'on va résoudre beaucoup de problèmes. On a une richesse incroyable de jeunes en Égypte. Mais du point de vue ressources humaines, je crois qu'on a besoin de retraîner et calibrer cette jeunesse pour les nouveaux projets, les grands projets, les méga-projets. On doit être sur un niveau propre pour mener ces projets sur la bonne voie. Et évidemment, le moment phare de cette conférence, enfin qui a fait beaucoup couler d'encre et fait parler de lui, ce sont les propos qu'avait qu'avait prononcé le chef de l'État, affirmant que l'Égypte était pauvre et que les Égyptiens l'Égypte serait, a été au conditionnel pauvre et que le peuple serait aussi, a été au conditionnel, donc pauvre. Ça fait beaucoup couler d'encre, évidemment beaucoup l'ont très mal pris, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi je crois que n'importe quel mot, même du point de vue personnel, peut être pris par plusieurs perceptions. Je vois ce qui est sur votre dos, et vous voyez ce qui est derrière moi. Je dois voir les choses de 370 degrés. Je crois qu'il a dit qu'on est pauvre parce que, je crois, et je pense, qu'on est pauvre de travail. Le pays est très riche. On a beaucoup de réseaux pétroliers, de réseaux de gaz, de réseaux, même de l'or, de réseaux frontières touristiques. On est pauvre parce que notre perception, notre évaluation du temps et du travail est très pauvre. Et c'est ça qui a été mis pour 60 années, démolir la nature, la vraie nature. Je ne sais pas si c'était... alors c'est peut-être ce qu'a voulu dire le chef de l'État, enfin j'espère bien, parce que ce qui a été perçu par la grande majorité est d'affirmer que le pays est pauvre, et c'est quand même, je veux dire, quand un chef de l'État dit ça dans une conférence aussi importante, c'est-à-dire que très regardé, que ce soit sur le plan national ou international, dire que ce qui a été ressenti, c'est que le pays est pauvre, ou le pays serait pauvre. Et il a reproché aux Égyptiens de ne pas avoir conscience de ce problème. Je ne sais pas. Monsieur, c'est comme dans le Coran, il y a des versets qu'on doit savoir pourquoi ils sont dits ou quand, ou quelles sont les raisons. Si vous vous souvenez, en Assouan, il était dans des quartiers, dans des endroits, si vous avez entendu les gens, ils ont dit que personne des responsables n'est jamais venu ici. Ils venaient de ce parcours
Et il parlait de ces vraiment. On a des pauvres gens chez nous, extrêmement pauvres, qui est extrêmement patients. C'est peut-être pas de leur faute. Hein, oui, bien sûr, c'est la faute des gens, d'un système. D'un système complètement. C'est pour cela, je crois, qu'il voulait donner comment dire, un pouce de pouvoir pour les gens. Et regardez ces pauvres. Parce que vraiment, c'est une pyramide. On a 30-40% qui sont vraiment très pauvres. On doit leur aider, on doit faire des projets pour eux, on doit leur faire... C'est sûr, enfin, vous ne pensez pas que c'est plutôt une vision au lieu de, je ne sais pas, affirmer que le pays est pauvre, c'est mettre la pression, c'est... je ne sais pas ce que peut apporter de positif en disant ça, finalement. Je suis d'accord avec vous. Parfois, il y a des mots qui sont un peu graves et qui peuvent faire un mauvais impact. Mais je crois qu'il parlait d'un certain angle, parce qu'il était vraiment, comment on dit, heurté par cette pauvresse des gens qui n'ont même pas d'infrastructure. Il n'y a pas de balance entre les gens qui sont très riches et ces gens-ci. C'est pour cela qu'on doit travailler. Pourtant, dans d'autres discours, il a parlé des méga-projets. Il a parlé beaucoup de projets, de la culture, des poissons, les réseaux routières, et qu'on commence à faire. Aujourd'hui, il y a des centaines de projets qui seront dans le réseau de Canal de Suez, qui vont amener beaucoup de travaux et beaucoup d'exportations. On fait nos travaux, mais ils veulent que les gens travaillent aussi et regardent à cette pauvresse. On ne doit pas, un pays riche comme celui-ci ne doit pas avoir une seule personne pauvre effectivement. Surtout qu'à Assouan, comme vous l'avez constaté, malheureusement à cause du tourisme qui a qui a énormément diminué, c'est une ville presque abandonnée. Et on peut, c'est vrai que on doit avouer que le chef de l'État, Abdel Fattah el-Sisi, est l'un des rares chefs d'État après Nasser, à avoir visité cette ville, à avoir vu cette ville de ses propres yeux. C'est la Haute-Égypte en général et Assouan, puisque c'est vraiment à l'extrême de l'Égypte, a été négligée pendant les années de Moubarak. Vous savez combien d'usines sont faites maintenant dans la Haute-Égypte? Combien? À peu près 4 ou 5 très grandes usines, très grandes. Et il n'est pas allé se balader sur la corniche, monsieur. Il est allé dans les très pauvres quartiers. Il a vu les gens là-bas. Il a entendu leurs problèmes. Si vous avez vu la femme qui avait un problème de santé, ça c'est rare. Et c'est important. Et c'est vraiment la seule façon de reconstruire ce pays. C'est vrai. Alors en espérant qu'il y ait une conscience au sein du gouvernement par rapport à ça. Comment vous l'avez, je vous pose la même question, Ahmed, comment vous avez perçu ces propos, vous, peut-être en tant que jeune, votre entourage, comment vous l'avez perçu? Oui, mais par exemple, si on peut faire une petite comparaison. Par exemple, il y a des gens qui vont l'appris comme, par exemple, c'est une motivation implicite. Oui, si notre pays souffre de pauvreté, oui, mais je peux prendre ça comme une motivation implicite. Donc on doit travailler, on doit bouger les choses, etc. Il y a des gens, il y a des autres qui vont, oui, ça c'est le fait accompli, on ne peut rien faire. Il y a des gens qui vont prendre les visions. Il y a d'autres, par exemple, qui disent oui, mais par exemple, on a envie vraiment qu'il y a des méga projets partout, mais on a envie de concrétiser ça pour nous tous, pas juste. Il y a un parti de peuple qui se profite de ça et l'autre ne peut. Voilà, et ainsi de suite. Mais l'essentiel maintenant, c'est une vérité qu'on doit vraiment, faire beaucoup de débats là-dessus pour vraiment savoir qui est vraiment de très empirique en langue de science, pour vraiment savoir jusqu'à quel point, on est arrivé à quel point on peut améliorer. Quoi exactement améliorer? Il y a beaucoup de choses déjà à revoir, je pense. Voilà. Des routines, des services publics, enfin, il y a du boulot, hein, il n'y a pas de... Si, mais à l'autre côté aussi, il y a des gens qui ne touchent pas ça concrètement. Juste, c'est le problème, c'est concrétiser ça à beaucoup de tranches d'âge. Il y a beaucoup de tranches d'âge qui souffrent, mais l'autre ne souffre pas la même souffrance. Et à l'autre côté, il y a aussi beaucoup de tranches d'âge qui ont beaucoup de privilèges. Donc voilà, c'est les perceptions, comme monsieur a déjà dit. Évidemment, c'est clair. Mais c'est vrai, si on reprend ce que vous venez de dire, on peut l'interpréter finalement. Ça dépend de la perception. Voilà, et puis finalement, mais finalement, ceux qui... il y en a qui sont entre les deux, je dirais, et qui ont regretté que ces propos soient dits
devant le peuple. Il aurait fallu que ces propos-là soient ciblés parce que finalement, les premiers responsables, c'est le système finalement qui est responsable. Donc il aurait fallu que les dirigeants du système soient mis devant ce fait-là. Voilà, donc finalement, ça peut être une manière d'encourager à travailler, mais peut-être pas dit en frontal comme ça. Je sais, enfin voilà. Donc ça a été. Chacun a sa façon et chacun a sa perception. À la fin, ce qui me gêne à moi, c'est comment faire les travaux, comment voir ce qu'on a sur le terrain vraiment, pas les mots. On a une faiblesse dans un endroit, on a beaucoup de systèmes qui sont comme la corruption est incroyable. Et si vous vous souvenez les 3-4 mois, combien de gens... Et c'est pour ça que le pays est pauvre d'ailleurs. Si la corruption est incroyable, c'est pour ça que le pays est pauvre. Et en même temps, ce qui m'étonne, par exemple, on a eu une déclaration pour des travaux, pour que les jeunes viennent travailler, de 2000 livres jusqu'à 8000 livres. Est-ce que vous savez combien de personnes seront représentées à ce travail? Combien? Aucun. Pourquoi? On a fait une recherche, monsieur. Comment est-ce que vous... Enfin, allez, expliquez-moi, j'arrive pas à comprendre. Vous pouvez me dire que ce n'était pas bien lu, ce n'était pas bien propagandé. Non. On est allé jusque les gens pour proposer ces travaux. Vous avez proposé à des jeunes des postes allant de 2000 livres jusqu'à 8000 livres. D'accord. Oui, mais alors, qui est un excellent salaire. Quelles sont les conditions? Moi, très bonnes. Les gens qui vous regardent, là, qui vous écoutent, ils disent tiens, il y a du boulot de 2000 à 8000 livres, qui est quand même un salaire bon pour débuter. Quel est le profil de ces personnes-là? Travailler dans les réseaux de Canal du Suez, avec l'habitage est là, manger, l'aller-retour est pris. La réponse des jeunes était quoi, monsieur? On ne peut pas laisser nos cafés et nos amis au Caire. Je vous jure. On ne peut pas laisser notre famille. Je ne peux pas sortir du Caire. On a un problème. Ça, c'est le Caire. Et pour le reste? Le reste, il y a des travaux. Si vous avez... le reste, parce qu'il y avait 0 jeune. Donc il y a 0 jeune de toute l'Égypte. Non. Je parle du Caire. Ah, du Caire. Je parle du Caire, monsieur. Mais quand on a repris ça dans Ismaïlia, Suez, même en Haute-Égypte, il y a des gens qui sont venus et qui veulent vraiment travailler. Si vous avez vu le programme présidentiel de retraîner les jeunes et les calibrer, vous allez voir un exemple incroyable. Vous serez très fiers. On a des jeunes qui veulent vraiment faire des choses, qui ont des merveilleuses idées. Mais il y a d'autres qui ne veulent pas bouger. Ils ne veulent pas bouger. Et c'est ça le problème comme ressources humaines. Comment rechanger cette perception? Comment recalibrer ces gens, ces jeunes? Comment leur donner l'espoir? Parce qu'il y a aussi un segment qui a perdu l'espoir. L'Égypte est un pays de jeunes. L'âge moyen est de 25 ans à peu près d'après les dernières statistiques. Mais on déplore qu'il y ait un manque de représentation de ces jeunes-là. Qu'est-ce que vous en pensez, Ahmed? Moi, je pense que c'est quelque chose, c'est un stéréotype qui tout le monde est habitué. Même les grands qui ont dépassé le 40, ou bien les jeunesses de 25 ans au moins ou après, disent qu'ils sont dans les lieux, dans les grandes positions de l'État, on doit avoir quelqu'un qui a déjà l'expérience, etc., etc. Par exemple, on a toujours des exemples, des gens, par exemple, qui travaillent dans quelque chose qui exige que tu parles plusieurs langues. Parce qu'il est, par exemple, chef de relations extérieures. Et en fin de compte, tu le trouves, quelqu'un qui maîtrise à peine l'arabe, ou bien maîtrise à peine l'anglais. Et donc, on a besoin des gens, par exemple, il y a des gens qui sont 30 et quelques, moins 30, qui ont 3 ou 4 langues. Et des choses pareilles, par exemple, peuvent vraiment faire beaucoup on peut dire des points à améliorer, pas des points négatifs. Mais le point positif à ça, c'est qu'on va voir un grand, entre guillemets, conflit entre les générations. En fin de compte, c'est lui qui va gagner, c'est lui qui va gagner, c'est lui qui va être plus qualifié. Même si le fait accompli, c'est pas avant 40 ou après 40, mais l'essentiel qu'il y a des gens maintenant, par exemple, qui fait beaucoup de comparaisons. C'est celui-ci, celui-là, celui-ci, celui-là. Comparaison de quoi? Comparaison entre les gens, par exemple, qui ne sont pas assez qualifiés d'être vraiment dans des positions majeures, par exemple, dans l'État, ou à l'autre côté aussi, bien représentés dans des choses qui ne sont pas juste dans le gouvernement, dans d'autres positions. L'injustice de distribuer les gens. Ouais. C'est ça le premier jour que M. le Président
a parlé de sa stratégie, il a dit qu'on doit effacer ces routines et cette négligation des travaux, l'injustice. C'est impropre. C'est pour cela que je dis qu'il y a un segment qui a perdu l'espoir. Voilà. Et notre but, c'est de reprendre ça et les faire montrer que tout sera balancé dans les endroits et le choisissement des gens sera parfait, comme il a dit. Il faudrait peut-être qu'il y ait des actes qui suivent. Le problème, c'est que maintenant, je veux dire, cette mentalité-là, elle perdure. Et puis, même si le chef de l'État, il a conscience de ce problème-là et qu'il répète sa volonté justement de faire adhérer ces jeunes, on n'a pas l'impression qu'il y ait les gens derrière lui qui le suivent, les ministres, les directeurs de département. Enfin, il y a comme une espèce de conflit. Je ne sais pas. Enfin, moi j'ai l'impression qu'il y a une espèce de conflit entre ce que dit le chef de l'État et ce que fait le gouvernement. Non, on doit le dire franchement et clairement. Il y a une corruption. Par exemple, si vous amenez la meilleure personne au monde, pas en Égypte, pour tenir ce bâtiment, il va avoir une troisième guerre mondiale entre lui et la corruption qui essaye d'empêcher ça, d'empêcher ça. Et ça, je vous le confirme. Et qui ont ils regardent leur profit à eux-mêmes, ils vont faire la guerre. Ça prend du temps. Bâtir, ça prend du temps. Nettoyage, ça prend du temps. Ce qu'on essaye de faire maintenant, monsieur, même sur le point du tourisme, le point de beaucoup de choses, c'est de faire des nouveaux réseaux avec des jeunes vraiment patriotiques, vraiment qui aiment le travail, qui aiment le pays, qui veulent donner et reprendre les travaux d'une façon propre pour dépasser tous ces obstacles. Mais on a des obstacles. Non, mais qu'est-ce que vous entendez par travaux? Qu'est-ce qu'on demande aux jeunes? Je ne comprends pas quand vous dites des travaux. Par exemple, monsieur, du point de vue tourisme, par exemple, les jeunes ont un niveau de vision moderne, des techniques modernes, sur l'Internet par exemple. Ils ont ce pouvoir, ce knowledge, comment on dit, ce savoir. Quand on va leur utiliser par exemple pour faire du marketing au tourisme, c'est les jeunes qui vont faire ça, pas le grand ministre, pas le grand directeur. C'est les jeunes seulement, parce qu'ils savent comment faire. Beaucoup de choses comme ça. Cette tigresse des jeunes qui veulent vraiment faire un changement, si c'est bien exploité, ça va donner des merveilleux résultats, monsieur. Je vous pose la question, Ahmed. Je pense que vous êtes diplômé il n'y a pas très longtemps. Vous me semblez jeune encore. Est-ce que vous pensez que le système d'éducation ici forme des jeunes à être mûrs? C'est-à-dire que à être mûr, à être mature, capable de prendre des responsabilités. Et moi, je pense, dans certains cas, ça dépend vraiment de quel... ça dépend, ça arrive. Je vois vraiment... Moi, je parle du système public. Moi, le système privé, malheureusement, c'est adressé à une certaine élite sociale et financière de ce pays. Moi, je ne parle pas de ça. Moi, je vous parle de la majorité des Égyptiens qui vont dans les systèmes publics. Université et école. Par exemple, j'étais déjà dans l'université de Caire avec des gens qui font de l'informatique. Vraiment, ils ont dit devant moi, j'étais avec leurs profs, ils ont dit des choses devant moi, ils ont arrivé vraiment à, si on dit, un IQ, des choses merveilleuses, vraiment, des choses qui concernent l'informatique et des choses... C'est pas parce que je suis pas spécialiste dans l'informatique que j'étais un peu étonné, non. C'était des choses qui parlaient sur comment vous allez proposer vos projets pour les investisseurs, etc. Des choses qui vraiment amènent. Mais en fin de compte, et je posais la question pour monsieur le chef de projet, est-ce qu'en fin de compte, elle attire des investisseurs avec eux? Ça dépend, c'est rare. Et donc, ils font un très bon travail. Vraiment, des projets de fin d'études, etc. Mais à l'autre côté, ce qu'on voit dans la rue maintenant, c'est qu'il y a un grand manque de maturité. Mais quand vous dites le projet, par exemple, un projet réussi, mais ça, c'est parce que ce sont les cerveaux qui ont bien fonctionné, qui ont fait des efforts de leur côté, ou c'est le système éducatif qui a permis ça? Moi, je pense qu'il y a maintenant quelques facultés, par exemple, qui déjà avoir le patronage de l'assurance et la qualité, par exemple, qui commencent à utiliser des choses qui sont un peu en progrès, un peu à comparer des autres. Mais enfin bref,
il y a encore, c'est que le produit, en fin de compte, le produit c'est que l'essentiel, tu ne vois pas beaucoup de choses comme ça, mais il y a quelques pistes, il y a des choses qui peut te mettre dans un cas de positif, quoi. Vous voulez réagir? Moi, je crois que le système d'éducation, si vous me parlez de l'éducation gouvernementale et privée, doit être restructuré du début. Ce qu'on a pour le gouvernement, les écoles du gouvernement, on apprend aux élèves la patience, l'endurance, mais pas systématique. Il y a beaucoup de mélange. Par exemple, le tourisme. Vous vous rendez compte qu'un pays comme l'Égypte, qui a le quart du tourisme au monde, et des monuments, des antiquités surtout, et les enfants ne sachent vraiment rien sur l'Égypte, ne sachent pas la valeur de l'Égypte, ne sachent pas comment évaluer le tourisme, ne sachent pas comment évaluer le sourire, comment traiter le touriste quand il vient ici. On ne peut pas... Vous savez que la première année après les KJ, le jardin d'enfants, l'enfant porte un sac de 7-8 kilos sur son dos. Pourquoi? Pourquoi? Les 7 ans premières, on doit le faire aimer la vie, aimer l'éducation, à savoir ce qu'il a dedans, parce que chacun a son vrai catalogue. Quel est ses réseaux, sa richesse? Il y a un enfant qui aime les mathématiques, il y a un autre qui aime les sciences, il y a un autre qui aime les langues. On doit savoir, on doit voir cet enfant, et après ça, le bâtir proprement. Le bâtir avec des concepts et une perception propre sur lui-même, sur sa famille, sur la valeur du temps, du travail, la valeur de son pays, d'être patriote. Mais les écoles ne font pas ça. L'exemple que M. Ahmed a dit, très important, on a des gens qui travaillent sur eux-mêmes. Il y a des professeurs dans l'université qui aiment ce pays, et qui aiment ses travaux. Ils aident les élèves pour faire sortir quelque chose de grandiose. Mais le système n'est pas comme ça. Je ne le crois pas. Ils ont beaucoup d'enfreins, ces gens-là, freins, de bâtons dans les roues. Exactement. Du point de vue autre, les réseaux ou les écoles privées, pas le tout, mais peu de ces écoles essayent de déraciner ces enfants, leur donner une culture qui n'est pas le nôtre, leur donner un savoir qui ne va pas nous aider dans ce pays. Et j'ai vu ça très clairement. Je ne veux pas parler des exemples parce qu'on est sur la télévision, mais il y a des instituts qui essaient de déraciner nos enfants. Non mais déraciner, c'est-à-dire? Ça veut dire quoi, monsieur? Ça veut dire le faire oublier sa langue. Ça veut dire le faire oublier son patriotisme et son pays. Ça veut dire de le faire... de cultiver dans... Non mais après, attendez, enfin, ça c'est un problème typiquement... Un grand problème. Ouais, non mais ça c'est un problème typiquement que j'ai vu, je pense que, je sais pas si dans le monde arabe, hein, mais enfin en tout cas en Égypte il existe beaucoup. J'ai jamais vu en Europe des institutions qui essaient de faire... Mais après, c'est parce qu'il y a un système aussi à côté qui protège ça. Je veux dire, le gosse, regardez, le gosse par exemple, quand on l'amène dans ces écoles privées, enfin... Si c'est leur système, après, si c'est leur objectif, après il y a une censure qui doit regarder ce que ces élèves apprennent. Il y a des parents à côté qui doivent voir ce qu'ils font. Il y a toute une atmosphère pour ces enfants. Ces enfants, si vous leur donnez 2 exemples et que vous voyez que l'un des exemples est meilleur que l'autre, évidemment ils vont suivre l'autre exemple. Il faut que à côté on leur donne quelque chose. Pour moi, je pense pas. Je pense que les Égyptiens, sérieusement, moi qui ai vécu à l'étranger très longtemps, je pense que les Égyptiens font partie des peuples qui aiment leur pays, mais vraiment mais passionnément. C'est-à-dire que avec ses problèmes et ses... On passe tout ça. C'est comme ça. C'est un amour vraiment fusionnel. Je vais vous donner quelque chose de... Un exemple, je ne vais pas rentrer dans la déracination. Je vais parler d'un problème seulement, un petit problème. Les écoles privées, quand un élève paye 150 000 par mois, par année, sa façon avec le professeur, s'il est mal élevé, il ne sera pas arrêté, il ne sera pas se faire sortir de l'école. Ça a tourné comme un business.
Ça, c'est la mineure. Ça, c'est la mineure. Ça, c'est le mineur problème. Et c'est vraiment pour ça que quand j'ai parlé à Ahmed tout à l'heure, j'ai dit que ça, on met ça de côté. En plus, c'est un long sujet, on ne va pas rentrer dedans, mais moi, je parle vraiment du système éducatif public. Mais ça dépend aussi, monsieur, si vous voulez avoir un élève qui est éduqué, oui. qui est éduqué et élevé, qui est éduqué et élevé et qui a de la culture et des bonnes façons. Ça dépend. Si on est un peuple qu'on veut vraiment augmenter et faire un prospère futur, on doit être très bien élevé au commencement, très bien éduqué et avoir une culture. Oui, effectivement. Ahmed, est-ce que vous vivez le système actuel comme une espèce de gérontocratie, c'est-à-dire que ce sont les vieux qui, entre guillemets, ce sont les personnes âgées qui dirigent le pays et puis les jeunes sont un petit peu mis à l'écart? On peut dire ça, mais à l'autre côté, même si ce ne sont pas eux qui... je ne sais pas, vous pouvez répéter là? Qui dirige. Qui dirige. La gérontocratie, c'est ça? Oui. Peut-être même si ce n'est pas eux, c'est les mêmes idées. C'est les mêmes idées qui étaient déjà faites. Par exemple, il y a maintenant quelques lois. Il y a quelques lois maintenant, par exemple, dans le domaine de la nutrition qui étaient même faites avant Nasser. Mais il y a pas beaucoup de choses qui sont... La rénovation, c'est pas juste dans l'apparence. On a vu que la rénovation touche tout. Vous croyez en la faculté des jeunes de rénover? Parce que, je veux dire, ces gens, les gens qui sont maintenant au pouvoir, ils ont bien été jeunes. Oui. Donc, ils ont été jeunes et puis, ils sont rentrés âgés, je dirais, dans ce système-là. Mais c'est-à-dire que quand ils étaient jeunes, eux aussi, ils parlaient comme vous, ils voulaient rénover. Pourquoi ça n'a pas été fait? Je vous dis quelque chose qui peut-être est toujours fait par les grands psychiatres. Et comme il y a, je ne sais pas, dans les veines, il y a quelque chose dans les veines, il y a quand les veines seront très solides, je ne sais pas comment ça se fait. Il y a aussi quand vous approchez d'un tranche d'âge, vous aurez, si vous n'êtes pas toujours up-to-date, si vous n'êtes pas toujours en train de communiquer avec les autres par une façon efficace et que vous ne lisez pas, etc., ça vous amène à une maladie qui est invisible toujours, qui ça s'appelle la même chose pour les veines, mais pour la tête, pour les idées. C'est que les idées sont solides, ils n'acceptent pas. Et ça arrive, si qu'on dit en français, réactionnaire. C'est-à-dire que finalement, c'est un système qui... mais c'est partout, par l'occasion. Qui rend un petit peu les gens sclérosés, ils n'évoluent pas, ils restent toujours immobiles. Voilà. Par exemple, on a toujours cette affaire-là. Il faut poser des questions avant de faire quelque chose, oui, c'est intéressant. Mais quand il n'y a pas une personne à lui, je vais poser la question, comment je veux me débrouiller? Il y a donc maintenant l'indépendance, c'est essentiel de vraiment élever une mentalité qui va débrouiller eux-mêmes. Et ça arrive beaucoup maintenant dans l'Ouest. Vous voulez réagir, Ibrahim? Hicham, pardon. Non, pas de problème. On a toujours ce problème entre l'académique, par exemple, quelqu'un qui a fait une doctorine, et entre l'apprenti, le pratique sur le terrain. Ça, c'est un grand fossé, oui. Ouais. On a aussi entre les gens que M. Ahmed en parle, les vieux ou les gens, on peut dire les gens de conseil. Les seniors. Les seniors. Et entre les jeunes, on doit trouver un système pour mélanger ça, pour fixer ça, pour vraiment avoir les bonnes idées pour le mettre au système. On ne peut pas avoir des lois d'une centaine d'années. On doit toujours faire les choses sur couture, sur ce qui nous convient. Ce qui convient notre profit et notre prospérité. On doit mélanger ça, on doit parler de ça beaucoup et trouver le système pour faire le meilleur produit à la fin. D'un autre côté, autant on blâme ce système, autant aussi on peut blâmer les jeunes. Et là où on peut vraiment les blâmer, on voit l'inertie, vous allez nous expliquer, Hicham, pourquoi. Durant les élections présidentielles, parlementaires, constitutionnelles, c'était les jeunes garçons déjà, je pense qu'ils étaient plus à la PlayStation ou au café. Ouais. C'était les jeunes filles
et les mamans et les personnes âgées, que ce soit hommes ou femmes, qui étaient présents en grand nombre, surtout les femmes d'ailleurs. C'était impressionnant de voir les Égyptiennes réagir avec cette ferveur. Les jeunes, et voilà, donc est-ce que de leur côté, eux, ils font tout pour se rendre crédibles au milieu de ces personnes expérimentées? Parce que ça aussi. Ouais. La jeunesse, cette furieuse agisement. Mais ce que je veux dire vraiment, que notre pays, la vraie guerre était une guerre de perception. Depuis de vingtaine, trentaine d'années, ils ont commencé vraiment à changer la perception de ces jeunes. Parce qu'ils savent le pouvoir des jeunes. Le changer comment? Par les réseaux médiatiques, par les avertissements, beaucoup de choses. Par exemple, on parle de l'éducation. Comme l'année dernière, on a eu 5 ou 6 avertissements à la télévision. Et publicité, c'est ça? Publicité, oui. Et surtout sur Ramadan. Le professeur, on éclate quelque chose dans son visage. Le principal de l'école, on se moque de lui. Comment vous voulez que les enfants sortent? On essaie de changer la perception des façons vraiment diaboliques. C'est pour cela que les jeunes, ils ont réussi, par le Facebook, par les films, ont réussi à leur faire perdre l'espoir et perdre la perception. Et que leur voix ne valent rien. Et c'est ça qu'on va essayer de refaire ça. Parce que ce n'est pas la vérité. Vous êtes le trésor de ce pays et vous devez travailler. Des pays en général, il y a les pays européens, bien sûr. Un pays comme ils ont une l'Allemagne, grande pauvreté dans la jeunesse. Un pays comme l'Allemagne, c'est pas pour les beaux yeux des réfugiés qui les a accueillis, c'est parce que c'est un pays qui ne se renouvelle pas. Très bien dit, monsieur. Très bien dit. Non, mais ça c'est, il y a pas de, c'est clair, c'est sûr. Vous avez un trésor, ils veulent le détruire, monsieur. Ils veulent le détruire par changer la perception. Notre vraie guerre n'est pas sur la frontière. On a une armée très propre, très dure. Notre problème, c'est la perception et la conscience des gens. Comment la rechanger? Comment la refaire? Comment raciner les gens, ces jeunes, encore une fois? Parce qu'ils sont déracinés. Quand vous perdez l'espoir, vous n'avez aucune raison, aucun but à vivre pour. Vous avez perçu comment justement, si on reprend, on fait un flashback, hein, mais ça rentre dans le cadre du thème, donc pourquoi pas. Mais ce manque de participation, cette inertie, cet immobilisme des jeunes, au lieu de descendre, porter leur voix. Je comprends pas comment on est jeune et qu'on a plein d'espoir, on arrive à ce fait de dire bah non, finalement ça ne sert à rien, et que ce sont les plus âgés qui ont vécu des années de terreur sous Moubarak, des années d'autorité, de manque de liberté d'expression, qui ont vu cette lueur d'espoir. Peut-être parce qu'ils n'ont pas l'impression que quelque chose va changer, hein, ou bien peut-être aussi qu'ils vont... je pense que ce sont les aînés qui doivent en arriver là, ce ne sont pas les jeunes. C'est-à-dire que les jeunes, eux, enfin les aînés, par exemple quelqu'un qui a 40 ans, qui a vécu au moins 30 ans avec l'ancien régime, lui à la rigueur, je peux le comprendre quand il dit qu'il n'y a pas d'espoir. Mais ces jeunes qui ont vu que leur force a pu faire éclater un régime autoritaire, un régime presque incassable. Ils ont fait un exploit que personne ne s'attendait dans le monde d'ailleurs. Voilà. Mais comment est-ce qu'on peut en arriver là, ces jeunes-là, qu'est-ce qu'il y a dans leur tête pour en arriver là? Je comprends pas. Pas là dans leur tête, monsieur, excusez-moi. Révisez les films des 30-40 années dernières. Vous allez voir des films qui ne parlent que fais tout ce que tu veux. À la fin, une autre personne va prendre ton effort. C'est raciné dedans, ça a été cultivé dans leurs espoirs. C'est ça ce qu'ils voulaient dire. Je pense, oui, de côté, oui, ça. Mais à l'autre côté aussi, c'est qu'ils voient vraiment, même dans la rue maintenant, le traitement entre les gens, par exemple, c'est que, par exemple, si quelqu'un, empêchez quelqu'un de fumer une cigarette dans un microbus, par exemple, et c'est que tout le monde lui dit, laisse-le tranquille parce qu'il ne va jamais laisser la cigarette, donc ne t'en fais pas, etc. Et voilà. C'est fatalisme, Voilà. Cette affaire-là, quand ça se répète,
ça se répète, ça se répète, ça se répète, ça vient, oui, ça va. énorme. Je n'ai pas envie de... Mais c'est très négatif, je pense. Encore une fois, vous expliquez-moi comment des personnes âgées, des handicapés, des vieilles dames, j'en ai eu, moi j'étais impressionné de voir des vieilles dames avec des béquilles. Exactement. Qui ont fait des centaines de mètres pour arriver au bureau de vote. Et je pense que c'est ces personnes-là qui doivent perdre. Comment ça se fait que ces jeunes avec cette vigueur, parce que voilà, on est en train de descendre le système, l'éducation, il faut refaire. Mais après, il y a aussi la part de responsabilité de ces jeunes-là qui, je pense que... Moi, à ma vision, c'est parce que la déception est répétitive. Exactement. Il change les normes, monsieur. La déception est très répétitive. De côté aussi que dans beaucoup de domaines, ça arrive vraiment. Il y a beaucoup de déceptions. Mais si il y a un espoir à côté. Mais celui c'est comme un conflit entre la déception et l'espoir. La déception et l'espoir. Qui va gagner? Et ça dépend dans quel. Ça, c'est changer les normes, monsieur. Si, par exemple, on va à Alexandrie, on se met dans des maillots. Après 30 secondes, c'est complètement normal. Mais on ne peut pas descendre à Tahrir ici avec les maillots. Le changement de perception arrive à ce but. Depuis vingtaine d'années, vous pouvez voir beaucoup d'images dans les rues. Les normes se changent, monsieur, par les réseaux médiatiques, par beaucoup de choses. Avec ces mêmes réseaux, on doit refaire notre restructure dedans. Ce n'est pas incroyable de rechanger et de faire revenir l'espoir. Mais comment le faire? Après, il faut qu'il y ait des actions concrètes à côté aussi. Exactement. Concrètes, exactement. Je ne sais pas moi, quand il faut qu'il y ait des projets concrets, il faut qu'il y ait une vision concrète. Une stratégie complète, bien sûr. Une stratégie claire et visible. C'est exactement comme quelqu'un, monsieur, son bâtiment a échoué. Il est dans la rue. Il va être complètement, vraiment très... irrité par ça. Mais quand il va voir le nouveau building qui commence à se refaire, il va se calmer, il va voir l'espoir. Oui. Il va voir l'espoir. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, ils ont commencé à voir ces méga projets, ces conférences de jeunes à soins, ça donne l'espoir. Tout petit peu. Bâtir, c'est difficile. Démolir, c'est très facile. Bâtir, c'est difficile. Bâtir tout. Après, encore une fois, c'est une vision sur le long terme. Pourquoi est-ce qu'on ne leur parle pas? Parce que est-ce qu'il y a un représentant des jeunes dans la politique, etc., à qui on parle, à qui on discute, on lui explique autre chose que d'aimer son pays, que d'aimer sa patrie, etc. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui leur sont dites, une vision sur le long terme, ce qu'on prévoit demain? Est-ce que vous savez que le pourcentage de parlementaires jeunes en Égypte aujourd'hui, combien? 40%, 45%, pour la première fois. Oui. Pour la première fois. C'est ça ce que je dis, bâtir. On recommence les choses. On leur donne un peu d'espace. On leur donne un peu d'espoir. C'est pas une question d'être patriote ou ne pas d'aimer le pays. Non, non, non. C'est une question de vision et de stratégie. Quand vous allez voir la stratégie, vous allez voir le bâtiment à commencer à se construire, vous allez avoir ce espoir. Ça doit être fait sur le terrain. Ahmed, concrètement, lorsque vous envisagez en tant que jeune une action, je ne sais pas moi, humanitaire ou une initiative, est-ce que vous avez des freins ou plutôt des gens plutôt accueillants qui vont vous aider dans votre initiative, puisque je sais que vous... Ça dépend de l'endroit où je suis, dans le contexte d'entrepreneuriat, dans les startups, etc. Je vois des gens extraordinaires. Par exemple, je vois des gens qui n'ont pas vraiment même fini leur faculté, et même 22 ans, 18 ans, etc. Des gens qui ont beaucoup d'idées, des startups, etc. Ils participent dans les startups. Mais dans d'autres choses, je vois dans d'autres endroits... C'est-à-dire que les jeunes Égyptiens sont entrepreneurs. Vous avez vu... Parce que je fréquente beaucoup de gens dans ce contexte-là, comme Rise Up, etc., beaucoup de choses qui commencent, les nouveaux projets, etc. Mais c'est toujours un peu dans le high-tech, dans laquelle je ne suis pas expert. Donc, mais je suis là pas pour écrire des histoires de réussite, pour networker avec les gens, pour vraiment savoir qu'est-ce qu'il y a dans ce nouveau monde pour moi. Et je vois vraiment des choses extraordinaires. Mais à l'autre côté, je vois vraiment, il y a beaucoup, comme vous avez déjà mentionné, il y a beaucoup d'obstacles, il y a beaucoup de freins, mais à nous d'identifier ça et vraiment savoir qui est le responsable. Donc,
Monsieur X, Monsieur X ou soit que c'est un monsieur, c'est quelque chose concret qu'on peut vraiment l'écarter pour vraiment continuer notre voie vers le développement. Après ces deux révolutions, donc le 15 janvier 2011 et le 30 juin 2013, la mentalité des jeunes Égyptiens a changé selon vous, Ibrahim Hicham, pardon. Pas de problème. Décidément, je ne sais pas pourquoi je vous colle Ibrahim à la peau. Non, pas de problème. Bien sûr que ça change. N'importe quelque chose de grave qui se passe dans n'importe quel pays, ça change. Mais est-ce que ça a changé au bien ou au mauvais? Ça dépend aussi du segment du peuple. Il y a beaucoup de gens qui ont complètement changé, qui ont vu les choses d'une façon complètement différente. Il y a des gens qui ont changé leur perception à propos des frères musulmans, par exemple. Ils étaient avec eux et ils ont complètement changé. Il y a d'autres qui n'ont pas tellement changé, mais qui voient que ce changement est venu d'une façon grave. Et en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une volonté active de parler. On regarde sur les réseaux sociaux, les commentaires, les analyses de l'actualité, bonnes ou moins bonnes. Enfin, en tout cas, il y a cette liberté d'expression, cette volonté. Voilà. Est-ce qu'il y a concrètement un budget mis en place, et des réformes et des lois mises en place pour aider au développement de tout ça? Oui, ça c'est sûr. Moi, je suis mené par ça. Eh ben, dites-nous ce qu'il y a en réalité. Il y a plusieurs initiatives qui sont menées par reprendre la conscience et la perception. Ça s'appelle comme ça, la perception et la conscience. Oui. C'est comment refaire la structure de l'éducation et comment reprendre... Est-ce qu'il y a un budget alloué à ça? Un budget officiel, un budget public loué à ça? Bien sûr, monsieur, mais vous allez être étonné qu'il y a beaucoup de businessmen et beaucoup des hommes patriotes qui aiment ça tellement, qui essaient d'aider complètement ce sujet. C'est un grand sujet, on va en parler dans le temps. Et voilà, vous avez compris que le temps qui nous a imparti est terminé. Voilà. Hicham El Ramli, expert en développement humain, merci d'avoir été avec nous. Ahmed Gamal, bénévole, et puis traducteur aussi. Merci d'avoir été français-arabe, c'est ça? Français-arabe, anglais, non, pas de... Ça arrive, oui. Ça arrive, bon, ben voilà. Merci à vous deux d'avoir été avec nous et je vous laisse en compagnie de mes collègues anglophones. Si on ne se voit pas ce week-end, je vous souhaite un excellent week-end. Au revoir.